Parfait. Donc, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à cette session sur l'aspect humain d'un événement ransomware, et surtout comment s'y protéger ou s'y préparer. Ça va être une présentation conjointe ITI, moi-même et nos panélistes. Donc, moi-même, Marco Lachance, mon confrère Carl, Bro, Jérôme Lafemme et Louis Gervais. Excuse-moi, Louis. Mon cocarde, il m'a imprégné dans la tête. Donc, petite mise en bouche. Donc, comme je vous dis, mon nom est Marco Lachance. Moi, ça fait 33 ans que je suis dans le domaine des TI. Donc, j'ai commencé, comme on peut voir, ça fait longtemps. Donc, dans le domaine Unix, Linux, les réseaux de stockage, infrastructures serveurs, dans les moyennes et grandes entreprises. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses, la virtualisation, la sauvegarde. Et depuis bientôt plus de 13 ans, là, spécifiquement dans le monde Commvault. Donc, je suis dans le rôle, j'ai fait pas mal tous les rôles, que ce soit du déploiement, de la formation, maintenant plus spécifiquement dans l'architecture au niveau des entreprises, structures de sauvegarde, gestion de données. Donc, je passe la parole à mon confrère Carl qui va lui aussi. Bien, merci Marco. Moi, j'aime ça passer tout de suite après Marco parce que pour les présentations, tout ce que vous avez entendu de Marco, bien, copier-coller, c'est la même affaire. J'ai fait à peu près toutes les mêmes choses qu'il a dit, les mêmes choses, même expérience, mêmes années. Donc, c'est copier-coller dans le cas de mon expérience. Effectivement, aujourd'hui, on est ici pour vous parler des impacts, l'aspect humain des impacts des cyberattaques. N'a-t-on pas l'impression de nos jours qu'on est toujours sous la menace constante d'une attaque? Oui, au travail, en entreprise, mais même à la maison, on a presque peur maintenant de répondre au téléphone, peur de répondre à des courriels, parce qu'on a peur de donner des données, donner des informations qui pourraient être utilisées par des personnes avec des mauvaises intentions. Donc, ces impacts humains-là existent. La preuve, l'Université Oxford a fait une étude là-dessus. Bien, imaginez-vous, il y a 57 façons que les cyberattaques impactent notre vie de tous les jours. Puis ça va loin, ça va même des impacts physiques, des impacts sur la santé mentale. Et on va les voir, ces impacts-là. Parce que je vais vous raconter, pour illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire d'un de nos clients qui, je ne peux pas mentionner le nom, ils nous ont permis de parler de leur histoire, naturellement, de ne pas de les nommer, il faut comprendre ça. Un client qui utilisait une solution de sauvegarde qui n'était pas Commvault à ce moment-là. Mais un peu pour vous parler de leur histoire, c'est une entreprise comme plusieurs autres entreprises typiques, 250 employés, 2 bureau à Montréal, bureau à Toronto. Entreprise qui travaille principalement pendant les heures de bureau, 9 à 5, pas mal comme tout le monde. Quelques exceptions qui font du temps supplémentaire ici et là, et devait aussi s'occuper d'employés mobiles, d'employés avec des portables, etc. Donc, cette entreprise-là s'est fait attaquer, puis les hackers sont intelligents. Ils vont fonctionner en laissant dormir leur virus dans votre environnement, puis ils vont le déclencher au bon moment, le meilleur moment propice. Donc, l'attaque, début de la fin de semaine, quand tout le monde est parti, boum, c'est ce qui est arrivé, ça a frappé. Le lundi, les gens ont rentré au travail, ont commencé à essayer de travailler sur les systèmes, se sont tout de suite aperçus qu'il s'était passé quelque chose. Quelque chose qui n'allait pas. La plupart des systèmes n'étaient pas fonctionnels. Donc, ils ont commencé à investiguer quelle était la source. Donc, ça a pris du temps. Le temps qu'ils trouvent que c'était une attaque, puis que la plupart des systèmes étaient impactés. Tout ça, là, ils ont commencé à troubleshooter, ça a pris une partie de la journée. Vers la fin de la journée, ils avaient vraiment compris, OK, là, on a une attaque ransomware, ça nous a impacté plusieurs systèmes, on débranche. Ils ont tout débranché, ils ont isolé leur système. Par la suite, ils ont vérifié l'étendue de l'attaque. Bien, en une fin de semaine, ils se sont fait encrypter 75 téraoctets de données. Puis ils se sont rendus compte par la suite, à la vitesse où ça allait, là, ça encryptait 18 téraoctets par jour, la vitesse à laquelle ça allait. Donc déjà, naturellement, avec toute la fin de semaine, il y avait beaucoup de données qui avaient été impactées. Et, comme j'expliquais, la majorité des systèmes n'étaient pas fonctionnels. Là, ça a mené l'entreprise à évaluer l'intégrité de leurs données.
ils ont passé à travers tous les systèmes, mais il n'y avait aucun système où ils étaient sûrs que les données étaient tous intègres. Puis le plus important, est-ce qu'il y avait eu une exfiltration des données? Est-ce que les données avaient sorti? Est-ce que les gens qui les ont attaqués avaient de l'information qu'ils pouvaient utiliser par la suite? Le constat, ils ne pouvaient plus faire confiance à aucun système. Donc, ils se sont dit tout de suite, on n'a pas le choix. Pour tout, il faut récupérer, il faut réinstaller et s'en occuper, valider l'intégrité des données. Et il fallait aussi évaluer leur capacité à restaurer. Parce que le système, oui, il pouvait restaurer des données avec le système, mais à quelle vitesse il pouvait restaurer ces données-là? Non seulement ça, mais combien de personnes pouvaient travailler en même temps pour restaurer ces données-là? C'est bien beau avoir un beau système qui peut aller vite, mais il faut avoir aussi des gens pour pouvoir faire ces restaurations-là. Donc, il y a la capacité humaine de faire ces restaurations-là. Donc, ils se sont exécutés, ils ont commencé à restaurer les données, mais la première étape qu'ils ont dû faire, c'était de restaurer le système de sauvegarde qui lui-même a été touché. Donc, ils ont dû remonter le système et ensuite trouver une copie qui était saine. Parce que là, c'est bien beau vouloir restaurer les données, mais ma dernière sauvegarde, est-ce qu'elle avait le virus dans la sauvegarde? Donc, c'était un problème. Ils ont réussi à récupérer à la vitesse de 2 téraoctets par jour. C'est long, c'est très long. Mais ils ont réussi à faire ça. Ils étaient limités principalement par le réseau. Naturellement, le réseau avait une limite, mais aussi beaucoup par la capacité du système de sauvegarde. Il y avait de la difficulté à faire des restaurations parallèles. Il était limité en nombre de restaurations à la fois qu'il pouvait exécuter. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'impacts humains. Oui, il y en a eu des impacts. Premièrement, ça a pris 120 jours à restaurer toutes ces données-là. Imaginez, là. Ça veut dire une entreprise qui ne peut plus fonctionner, qui n'est plus opérationnelle. Donc, la première affaire qu'ils ont fait, ils ont regardé tous les gens qui pouvaient s'impliquer à restaurer les systèmes, puis ils ont dit, OK, à partir de maintenant, ne demandez-nous pas de faire de l'overtime, vous avez tout le droit. Let's go, rentrez, on restaure les données. Ils ont travaillé jour et nuit pour restaurer les données le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'il y a des employés là, qui se sont épuisés. Il y a des employés, suite à cet événement-là, ils ont dû quitter en épuisement professionnel, ou si vous voulez, en burn-out, parce qu'ils ont donné beaucoup d'heures pour restaurer ces données-là. L'entreprise ne pouvait pas fonctionner. Donc, pour limiter ses pertes financières, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a mis un paquet de gens à pied temporairement. Juste au début de l'été, tu sais, juste avant les vacances d'été, ben, il y a plein de familles qui ont perdu à ce moment-là leur revenu. Puis dans bien des cas, c'est le revenu principal. Ça a eu des gros impacts. Naturellement, il y en a plusieurs qui ont trouvé des emplois ailleurs. Donc, lorsque l'entreprise a été capable de reprendre ses activités, il y a beaucoup d'employés qui ne sont pas revenus. Ils étaient déjà rendus ailleurs. Donc, cette entreprise-là a perdu des employés qualifiés, de bons employés, qu'elle a eu de la difficulté à remplacer par la suite. Et justement, pour survivre, c'était beaucoup de pertes financières. Là. Ils ne pouvaient pas rouler. Il fallait qu'ils restaurent, ils payent des gens qui restauraient leurs données. Puis tout ça. L'entreprise a été obligée d'emprunter pour survivre. Imaginez-vous les impacts que ça a donné à cette entreprise-là, à chacun des employés qui ont été impliqués dans cette histoire-là. Puis là, je ne parle même pas, par la suite, il a fallu qu'ils dealent avec les assurances, les longues discussions qu'il y a eu là-dessus, on and on. Pour vous donner une idée, l'employé qui m'a donné ces informations-là, lorsque la situation s'est terminée, puis elle avait enfin fini, lui, il a quitté ce domaine-là, il a dit, moi, c'est fini. Je me recycle, il s'est recyclé d'un autre emploi, il dit, moi, je ne fais plus ça. Je ne veux plus jamais revivre une situation comme ça. Donc, des impacts humains, il y en a. Alors, comment une entreprise peut se préparer pour éviter ces attaques-là, ces cyberattaques-là? Ou, si elle est attaquée quand même, comment minimiser ces impacts de cette attaque-là? Bien, pour vous expliquer ce qu'on peut faire, je passe la parole à mon collègue Jérôme. À Louis. À Louis, excuse. Non, c'est Luc. Oui, Luc. Attends, comment je m'appelle? Bonjour, ça va bien? Anglais, français, English? Anybody cannot understand French here? It's okay. Est-ce qu'il y a une traduction? Oui, il y a une traduction. OK, good. Donc là, je vais pouvoir... En français. Oui, OK.
Bon, ce que je vais faire, je vais vous parler un peu de notre entreprise. Moi, mon nom, c'est Louis Gervais, je suis directeur des ventes pour l'Est du Canada. Puis, je supporte l'équipe de Commvault dans l'Est du pays. Et puis, je suis familier avec Commvault depuis 2007. On a intégré dans l'entreprise où je travaillais avant toute la technologie Commvault pour être capable de subvenir aux besoins des 1500 employés qu'on avait chez nous. Mais on était une entreprise qui était spécialisée dans les services gérés, donc tous les clients avec qui on travaillait en services gérés ou en gestion déléguée, dépendamment à qui vous parlez, on utilisait cette plateforme-là pour être capable de diminuer les risques chez le client, mais aussi chez nous. Puis on travaille beaucoup avec ITI, parce que ITI fait ça aussi. Ce que je veux faire, ça marche-tu? Oui, c'est beau. Oui, je n'ai pas besoin de celle-là. OK. Commvault, c'est une vieille entreprise. Les gens vont dire, pourquoi tu viens de dire ça? Il y a d'autres compagnies qui sont des vieilles entreprises dans le domaine du software. Ça fait depuis 1988 qu'on existe. Puis ça a été parti, ça, par une compagnie qui s'appelait AT&T Bell Labs aux États-Unis, dans l'État du New Jersey, pour être capable de prendre en copie sur des bandothèques. C'est des bandothèques qu'on dit en français, ça, des bandothèques. Toute la recherche puis le développement qui se faisait là-bas. Un peu l'équivalent de ce qu'on faisait chez Nortel ici au Canada. Puis à un moment donné, il y a eu un spin-off de cette entreprise-là vers Lucent Technologies. Puis ce petit groupe-là qui faisait ça, il y a eu une décision qui a été prise. Est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on fait avec cette unité d'affaires-là? Fait que des investisseurs qui sont venus de l'extérieur, privés, puis il y a deux messieurs qui sont venus à la tête de la compagnie, Bob Hammer et Al Bunty. Ils ont travaillé là pendant 20 ans, puis vous pouvez valider toute l'information que je vous donne là. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé le marché en 94, 95, 96, 97, puis ils ont dit, où est-ce que le marché s'en va de la bandothèque? Ce qu'ils ont fait, ils ont dit, nous autres, on va commencer à faire de la sauvegarde sur disque. Et quand ils ont fait ça, ça a créé une petite révolution dans ce domaine-là, parce que les autres entreprises, pour être capables à ce moment-là, on va parler d'innovation un peu, il a fallu les autres entreprises qui étaient concurrents à Commvault, il fallait qu'ils fassent des acquisitions pour faire ça. Mais Commvault faisait tout leur développement interne. Donc, ils sont devenus publics en 2006. Puis en 2015, je ne sais pas si vous savez, la courbe de maturité des entreprises, familier pour les gens ici? On pense, on croit, on est stable. Qu'est-ce qui arrive quand on arrive en haut de la courbe de maturité? Il y a deux choses qui arrivent. Est-ce quelqu'un qui peut répondre à ça ou qui veut? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Quand vous arrivez à la maturité, il y a deux choses qui vont arriver. Vous allez essayer de maintenir ce que vous faites, puis vous allez peut-être demeurer, ou vous allez commencer à décliner, ou vous réinventez. Ce que Commvault a fait en 2018, il y a un activiste investisseur qui s'appelait le Elliott Management Group de New York. Ils ont envoyé une lettre, ils ont dit à l'exécutif, vous avez fait une super bonne job pendant les 20 premières années. Maintenant, l'ère du cloud est arrivée, il va falloir que l'entreprise commence à faire des choses autrement pour pas que vous deveniez désuètes. Et ce qu'ils ont fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher quelqu'un qui était à la tête d'une compagnie qui s'appelait Puppet, qui avait travaillé dans des entreprises de virtualisation. L'année d'après, la première acquisition que l'entreprise a faite depuis son existence, ils ont acquis une entreprise qui s'appelait Hedvig, qui faisait du stockage dans le cloud. Après ça, ils ont créé une co-entreprise qui s'appelait Metallic, pour des clients peut-être qui connaissent ça ici aujourd'hui. Et troisièmement, l'année passée, ils ont fait l'acquisition d'une compagnie qui s'appelait TrapX, qui est une compagnie qui faisait du développement de ce qu'on appelle des honeypots. En anglais, je pense que je pourrais dire un pot de miel. C'est pour attirer les gens qui ne sont pas vraiment fun ou qui ne sont pas des êtres chers à nous dans le domaine informatique. Puis cette compagnie-là faisait le développement de la sécurité pour les défenses israéliennes, les forces armées israéliennes, ce que vous avez entendu parler dernièrement, IDF. Donc, tout ça a été intégré du côté de Commvault. Puis là, c'est là que Commvault, quand on est arrivé à la première phase de maturité, on s'est réinventé pour prendre tout notre code, un morceau à la fois, et des acquisitions, puis de rendre notre offre disponible dans l'info nuagique. Fait que c'est ça un peu l'histoire de la compagnie. C'est pour ça que vous allez voir qu'on a 1400 brevets à notre nom. Et puis, depuis ce temps-là, ça a toujours été une entreprise qui a toujours réinvesti dans le développement, puis prendre le temps de le faire. 2, on est rendu avec environ 100 000 clients à travers le monde. Le logiciel est disponible en 77 langues, si je me rappelle, quand on faisait ça. Oui, plus que ça. Et on n'est pas une entreprise qui fait beaucoup de marketing, mais on travaille dans toutes les sphères d'activité. Fait que notamment, si vous connaissez, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la norme FedRAMP ici? C'est une norme, c'est la plus haute norme américaine du gouvernement américain. On est la seule entreprise dans notre domaine qui a cette certification-là, par exemple.
aussi, on dit que le monde a changé. Le monde a changé. Puis ce qui est arrivé avec ça aussi, c'est que mon collègue en parlait. Quand vous répondez au téléphone à la maison, est-ce que ça peut arriver des fois que vous essayez de jamais dire votre nom ou oui? Hein? Il y a 10 ans, est-ce que vous faisiez ça? Quand est-ce que vous avez commencé à faire ça? Il n'y a pas de gêne. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a à peu près 5 ans, quand j'ai compris qu'il pouvait prendre ton nom plus ton oui, ou prendre ton nom puis prendre un oui de quelqu'un d'autre puis être capable de faire quelque chose avec. Fait que c'est là que ça veut dire que le monde a changé. Puis ce que ça a créé, c'est que ça a créé un chaos. Il y a un chaos qui vient de deux manières. Un, c'est tout l'environnement hybride. Donc, vous avez des gens... OK, je vais poser une question ici. Qui travaille dans les opérations ici? Qui gère des budgets en TI? Qui n'aime pas gérer des budgets en TI? Qui va expliquer aux gens qui n'ont pas de budget en TI? Hey, c'est bon ça! OK, je vais en venir avec un autre. Qui fait de l'architecture, mais qui parle aux opérations à un moment donné? Ah, il y a des gens qui font ça. Et qui a déjà subi une cyberattaque? À la maison. OK, vous n'êtes pas obligé de répondre à celle-là. Je ne vais pas faire peur à personne, puis là, vous allez tous partir. Si vous avez déjà, subi une cyberattaque, moi, j'en ai subi une dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Je n'étais pas en charge des ressources informationnelles, mais le président m'a appelé. J'arrivais à Montréal, puis il dit « Louis, on a un problème, peux-tu revenir? » Fait que j'ai trouvé le moyen de retourner, puis c'est là la première fois dans ma vie que j'ai passé 48 heures debout. Je suis pas allé chez nous. Puis j'ai compris ce que c'était une cyberattaque quand j'ai vu la réaction des gens quand je suis arrivé dans le centre, puis là, tout le monde se regardait. Puis la première affaire que les gens font quand ils sont tous dans un groupe et une cyberattaque, c'est quoi la première réaction humaine? C'est sa faute. C'est pas de la mienne. J'ai fait ma job. Ça se peut-tu? Y a-t-il des gens qui ont vécu ça? Qui a vécu ça? Tous ceux qui ont eu des cyberattaques, à peu près? Bon, fait que le côté humain de ça, ça a créé un chaos. Puis les gens qui font les cyberattaques, ils savent, comme mon collègue disait tout à l'heure, ils savent quand attaquer. Ils attaquent quand ils veulent. Nous, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont attaquer. Ils ont toujours cet avantage-là. Le deuxième, il y a eu tout le paradigme du shift au niveau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, je ne sais pas quelle école est la meilleure. Il y a le mauvais côté de l'intelligence artificielle, puis il y a le bon côté. Les cyberattaques utilisent l'intelligence artificielle, mais nous autres aussi, on est capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour être capable de se défendre ou de se prémunir de ça. Fait que ça change la vie des gens qui étaient habitués de contrôler l'information dans leurs 4 murs, exemple dans leur centre de données. Qui gère un centre de données ici? Qui commence à gérer un centre de données dans le cloud? Est-ce que vous aimez ça? Il n'y a personne qui veut répondre. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Vous, monsieur, vous avez fait ça. Vous n'aimez pas ça? OK. Bon. C'est un paradigme, c'est un shift mental qui doit arriver dans la tête de tous les gens. Puis, quand on parle du ransomware, c'est partout parmi nous. On ne peut pas juste dire que ça n'existe pas. Donc, quand on parle des impacts, on a eu ça, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, mais sur celle-là, la ligne la plus importante pour moi, ça s'appelle « Protecting your brand experience ». Comment est-ce que, quand il y a une attaque, il y a un impact humain, mais il y a un impact financier, opérationnel, puis il y a votre brand. Si vous êtes en TI, puis vous allez voir quelqu'un, vous essayez de défendre votre plan de disaster recovery, ou de recouvrement en cas de désastre, ou de continuité, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que vous pensez qu'est la valeur de notre brand? » Ça peut être un hôpital, ça peut être une chaîne de restaurants, ça peut être un manufacturier. Est-ce que vous êtes déjà arrêté pour penser combien vaut notre brand? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà pensé à ça? Je ne veux pas offusquer personne. C'est normal de ne pas penser à ça parce qu'on n'a pas besoin d'y penser. Mais si jamais vous êtes attaqué, vous parlez des conséquences financières, opérationnelles ou du brand, lequel vous pensez qui va impacter, qui va être le plus préoccupant pour les dirigeants de l'entreprise? Opérationnel, qui vote pour ça? Okay. Financier? 1, 2, 3, 4, 5. Plus on attend, plus ça compte. Brand? Tout le monde va parler de ça. Parce que si tu n'as pas de brand, tu
tu n'as plus de revenus, tu n'as plus de revenus, tu n'as plus d'opération. Mais jusqu'à temps que tu aies un incident, le brand, hey, on a un brand. Right? Donc, quand on regarde ça, ce qu'on a fait chez Commvault au cours des 30 dernières années quasiment, c'est qu'on a évolué la compagnie où est-ce qu'on est devenu vraiment une compagnie spécialisée en cyber-résilience, pas juste protéger les données. Puis pour ce faire, on travaille dans ça. Je ne vais pas vous passer à travers ça. Il y a 3 choses que vous allez gérer. Le risque, ce que j'appelle readiness, votre vigilance. Puis deuxièmement, vous préparez à recouvrir. Recouvrir, ça ne veut pas dire que vos systèmes sont arrêtés. Ça veut dire que vous pouvez avoir une attaque, mais si vous êtes bien préparé, puis vous avez toujours votre level of readiness, s'il y a quelque chose qui arrive, vous êtes toujours capable de repartir. Et je pense que tu utilisais le terme avec une copie saine. C'est ça qu'on essaye de faire avec vous. C'est être capable d'amener les clients à faire ça. Puis pour faire ça, il y a un cycle. Puis le cycle, la sécurité, qui travaille dans la sécurité? Qui travaille dans ce que j'appellerais les opérations? Est-ce que historiquement, sécurité et opération travaillent ensemble tout le temps? Oui. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, OK. Bon. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes en train de commencer à travailler ensemble, puis vous allez le réaliser de plus en plus tôt dans des projets, soit de sécurité ou de recouvrement, parce qu'il y a une courbe, pas il y a une courbe, mais cette espèce de piste, moi j'appelle ça la piste de course. Les deux vont travailler ensemble de plus en plus. Pourquoi? Parce que tout se passe de plus en plus vite. Je voulais juste vous laisser avec ça avant de passer la parole à mon collègue. Merci. Jean? Donc, juste comme Louis est en train de le dire, les opérations et la sécurité sont souvent, dans beaucoup d'organisations actuellement, des équipes séparées qui travaillent un peu en silo. Et puis, avec la plateforme Commvault, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment une philosophie pour joindre et connecter via des bons outils ces deux équipes-là pour qu'ils se parlent. Ma vision derrière ça, c'est que les équipes de sécurité vont mettre en place de très bons outils là, pour détecter ce qui se passe. Souvent, cette information-là va venir des pare-feux, va venir de vos authentifications, on va ramasser les journaux, on va envoyer ça dans un SIEM, on va analyser les données, on va détecter s'il y a des anomalies, ce genre de choses-là. Mais il y a une source de données qui est typiquement peu présente dans les configurations actuelles de sécurité. C'est justement l'information qui provient des données elles-mêmes, c'est-à-dire les comportements et les anomalies à l'intérieur des données. Et la plateforme de sauvegarde ou de récupération est extrêmement bien placée pour faire ça, puisqu'on doit faire la protection de ces données-là, passer dessus et les indexer. On les connaît. Donc, on a déjà en place tous les outils, les agents, les index, l'information, pour pouvoir amener ces alertes-là, ces anomalies-là, ces principes-là, et les envoyer à l'équipe de sécurité pour qu'ils puissent avoir cette information-là pour réagir rapidement. Donc, c'est vraiment un principe où on collabore. Et grâce à Commvault, on va pouvoir améliorer la performance de nos équipes. Puis, c'est comme ça qu'on amène le concept de résilience. Donc, dans Commvault, on a une série de différentes fonctionnalités qui vont aider des organismes comme celle dont on parlait au début à mieux réagir en cas de cyberattaque. Louis a parlé de ThreatWise. Ça vient très, très tôt dans le processus. Donc, dans une attaque typique, ce qui va arriver, c'est que le cyberattaquant ou le hacker va tenter d'intégrer un système. Il peut rentrer par un utilisateur, il peut rentrer par une faille, une vulnérabilité non patchée. Et ensuite, il va essayer de faire un mouvement latéral pour découvrir qu'est-ce qu'il y a sur votre environnement et choisir les choses les plus juteuses pour lui, pour vous empêcher de fonctionner, si vous voulez. Donc, ce travail-là que l'attaque fait, avec ThreatWise, on est capable de le voir venir. On va générer des journaux sur la tentative de connexion. On parlait de honeypot ou de sensor. Donc, c'est des charges de travail qui ont l'air réelles, donc qui va attirer, qui va faire perdre du temps à notre attaquant et qui va générer de l'information pour que, pendant que lui est en train d'apprendre sur votre environnement,
votre équipe de sécurité est en train d'apprendre au sujet du hacker. Et ça vous permet idéalement de lui bloquer le chemin, de corriger, de fermer la vulnérabilité ou de réagir idéalement avant que le dommage soit fait. Maintenant, lors des sauvegardes, dans la plateforme, on a aussi une détection des anomalies de comportement. Ça se fait live dans l'environnement. Donc, même avant les sauvegardes, s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe sur un de nos serveurs, nos agents vont le détecter. Ils vont envoyer des alertes. Et toutes ces alertes-là vont être envoyées à votre équipe de sécurité via le SIEM. On ne vise pas à remplacer les systèmes de gestion d'événements, on vise à compléter le nombre d'événements qui est possible de détecter pour améliorer votre capacité à réagir rapidement avant que le dommage soit trop grave. Donc, et ces systèmes de détection d'anomalies-là, qui se font en temps réel, pendant les backups et après, via l'analyse, ben, ces systèmes-là utilisent des systèmes d'intelligence artificielle et de machine learning. Parce qu'on ne peut pas prévoir avec précision comment ils vont procéder, mais ce qu'on peut comprendre, c'est comment votre système fonctionne normalement et qu'est-ce qui est une anomalie. Donc, notre système est extrêmement performant pour éviter les faux positifs et vous donner de l'information lorsqu'il y a une vraie anomalie. Ensuite, une fois que ces anomalies-là ont été trouvées, ça veut peut-être dire qu'il y a eu du dommage de fait. Mais comme on a pu réagir rapidement, on a arrêté le segment, si vous voulez. Et puis, grâce à ces analyses-là, encore avec du machine learning, on est capable de déterminer ce qui a été corrompu et rapidement revenir ou récupérer les données qui ont été corrompues pendant l'événement. Donc, on n'attendra pas que tout soit non fonctionnel pour réagir. On est capable de le faire beaucoup plus en amont qu'avec la situation dont on a parlé précédemment. Donc, tous ces outils-là sont déjà intégrés dans Commvault Cloud, puis facilitent grandement la vie des administrateurs, des équipes de sécurité pour atteindre un niveau de résilience. Puis quand on parle de la résilience, en fait, c'est justement ça. C'est d'être capable de, peu importe ce qui arrive, de ne pas être au point de non-retour, puis d'être capable de se ramener rapidement. Donc, tous ces outils-là vont nous permettre de, comme on disait tantôt, gérer le risque, d'être prêt, d'avoir des outils pour se récupérer, d'être confiant. Et ces outils-là vont collaborer avec votre écosystème de sécurité existant. Donc, si vous utilisez des outils comme Sentinel, Palo Alto, CyberArk, Darktrace, etc., nous, on va se connecter à ces outils-là, on va participer à l'écosystème de sécurité. On ne sera pas juste un personnage passif qui attend que le mal soit fait pour ensuite récupérer. L'autre façon dont Commvault peut vous aider, c'est via son architecture. Donc, on a déjà dans notre plateforme tout ce qu'il faut pour vous aider à prévenir le mal. Et vous avez aussi besoin d'une solution qui est flexible et pas coûteuse à opérer. Donc, l'architecture de Commvault nous permet d'atteindre cet objectif-là parce que depuis le départ, quand on a développé la plateforme, on a séparé le control plane, le data plane et le stockage. Donc, le principe derrière ça, c'est qu'il y a la partie qui gère la sécurité, qui gère les politiques. C'est la partie où vous prenez les décisions sur comment vous voulez gérer vos données. Et il y a la partie qui fait les opérations de sauvegarde, de copie, d'analyse, de machine learning. Et by the way, toutes les composantes de machine learning et intelligence artificielle qu'on a dans notre plateforme, c'est des modèles qui sont locaux, qui roulent dans la plateforme. Donc, ce n'est pas un système où on envoie des données à une tierce partie qui va analyser les logs pour nous. C'est dedans. Puis, ça va fonctionner même si votre connexion Internet est débranchée. Donc, cette capacité-là d'avoir le data plane séparé va vous permettre d'avoir une solution
qui offre toutes les fonctionnalités que vous attendez, chiffrement, compression, déduplication, immuabilité. Peu importe la plateforme où ça se trouve. Ça veut dire que si vous voulez, on peut vous offrir un control plane, un data plane entièrement hébergé dans une solution SaaS. Mais si ça ne s'applique pas à vous, puis que vous avez des infrastructures sur site à protéger, on peut avoir un control plane qui est en SaaS, un data plane qui est dans une appliance. Donc, on peut choisir la meilleure infrastructure en fonction du besoin. Donc, comme vous pouvez voir, on est capable de s'assurer que toutes les couches et les outils de sécurité sont en place pour optimiser la solution. Et ce que ça donne à la fin, ça donne une solution qui répond bien à vos besoins, qui vous permet de vous aligner avec vos exigences de conformité, qui vous permet de respecter vos normes, je ne sais pas moi, la règle 3.2.1 par exemple, puis l'immuabilité, puis la troisième copie, etc. Donc, et tout en maintenant un coût d'opération faible, parce que vous êtes capable d'ajuster l'architecture en fonction de la plateforme ou de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, un autre avantage que cette architecture-là donne, c'est que le fameux data plane est flexible. Et on est capable, programmatiquement, de générer des access nodes de cette data plane-là dynamiquement. Donc, dans beaucoup de cas, quand on exécute des sauvegardes, des récupérations dans le cloud, on va dimensionner notre environnement en fonction des backups qu'on prend. Et si vous avez un événement qui requiert de récupérer beaucoup de données, peut-être que l'environnement n'aura pas été dimensionné pour la performance que vous avez besoin à ce moment-là. Et c'est là que cette capacité-là, on appelle ça Cloud Burst, dans le fond, ça vient de notre architecture où le control plane et le data plane sont séparés, nous permet de démultiplier le data plane temporairement pour répondre aux besoins ponctuels d'une restauration de masse. Donc, ça vous permet, dans le contexte du cloud, mais on est aussi capable de le faire dans des environnements on-prem. On va créer des VM. Et puis, on va toujours faire ça de façon la plus efficace, la plus économique possible. Exemple, si on est dans le cloud, ces machines-là vont être générées à partir des templates ARM qui roulent Linux pour minimiser les coûts. Mais de toute façon, ces machines-là vont rouler pendant le moins de temps possible, juste le temps de la récupération, et vont être détruites après. Donc, on arrive comme au meilleur des deux mondes. Grande flexibilité. Et malgré tout, avoir un TCO qui est extrêmement intéressant. Une autre chose qu'on est capable de faire avec notre data plane, c'est le Clean Room Recovery. Donc, d'avoir la possibilité de générer de façon programmatique une copie de notre environnement de backup dans une bulle, dans le cloud. Et grâce à la mobilité des données de Commvault, on est capable de récupérer des données, même si ces données-là ont été prises dans un environnement différent. Exemple, ça vient de VMware, mais là, je veux les récupérer dans Azure. On veut créer le Clean Room, on veut récupérer des données, les analyser, s'assurer qu'ils sont intègres avant de les ramener dans l'environnement de production. Et on est tous capables d'orchestrer ce processus-là de façon très simple. On n'est pas obligé de passer une journée ou 2 ou 3 à reconstruire l'environnement. Donc, en résumé, si je prends notre histoire du début, notre client, donc comment il aurait pu se sauver grâce à la plateforme Commvault? Bien, premier niveau, avec ThreatWise, il y a des bonnes chances que l'équipe de sécurité aurait été alertée dans leur SIEM des tentatives d'accès avant même que le dommage soit fait. Mais admettons qu'on n'a pas eu le temps de réagir et qu'il y a quand même eu du dommage de fait. Bien, grâce à la détection d'anomalies, l'équipe de sécurité est en mesure de très rapidement déterminer quel serveur, quelle ressource a été affectée. Eux, ils vont pouvoir réagir, peut-être fermer la faille ou carrément débrancher l'Internet temporairement. Là. Isoler l'environnement. Et utiliser les outils donc, qui maîtrisent bien
pour peut-être killer le processus, l'empêcher de démarrer, déployer une GPO, rouler des antivirus, faire ce qu'il faut faire pour s'assurer qu'on est capable de revenir à un état safe. Et grâce à Commvault, on est capable de rapidement déterminer qu'est-ce qui a été encrypté et revenir à la dernière version saine très rapidement. Ce qui fait que, dans son histoire, si le client avait eu un Commvault, au lieu de passer 40 jours plus à essayer de récupérer son environnement, bien, possiblement que ça aurait été une histoire que, pendant la fin de semaine, quelques personnes auraient réagi. Pendant le dimanche, la tâche de récupération aura lieu. Le lundi, tout aurait été opérationnel. Et vous auriez peut-être eu quelques appels de support de personnes qui disent « J'ai perdu l'équivalent d'une journée dans mes documents ». Ce qui est une toute autre histoire que celle qu'on a entendue tantôt. Donc, je vais passer la parole à mon ami Marco. Merci, messieurs. Merci. Donc, avant d'aller plus loin, donc, pour parler de le prochain sujet. Oups. Un peu trop loin, excusez-moi. Je savais qu'il servirait le bouton back. Oui, hein? On vient Il y a un tester petit la délai. résilience. On va y arriver. Bon. Avant de parler de comment ITI peut vous aider pour toutes ces solutions-là, avez-vous des questions pour nos amis de Commvault? Questions spécifiques sur la plateforme? Gênez-vous pas, puis si vous voulez, il y a un micro aussi, si vous voulez être sûr qu'on vous entende. Non? Si votre voix ne porte pas bien, là, il y a un micro. Là. Donc, aucune question pour l'instant? Problème. Donc, nous, chez ITI, comment on peut vous aider pour, justement, vos environnements de sauvegarde? Donc, première des choses, on est en mesure de faire une analyse de résilience, donc une analyse sur votre environnement de sauvegarde actuel, en faisant une session avec vous pour valider qu'est-ce que vous avez comme environnement de sauvegarde, est-ce que vous êtes satisfait de l'environnement de sauvegarde, d'en discuter des points forts, des points faibles, et ensuite de ça, de faire une analyse de toute l'information de votre environnement, et par la suite, faire une autre rencontre pour vous donner les points faibles, les points forts, les bonnes pratiques sur le marché. Donc, on est en mesure de faire ça pour vous aider. Ensuite de ça, bien, avec notre équipe de services professionnels qui a beaucoup d'années d'expertise dans le domaine de la sauvegarde, Commvault spécifiquement, donc on est aussi en mesure de répondre à vos besoins, que ce soit pour des projets en mode forfaitaire, des blocs de services en format banque d'heures, ou que ce soit un appel de service sporadique pour régler un problème spécifique, on est en mesure également d'y répondre. Et notre dernière offre, si jamais vous avez, comme plusieurs dans des entreprises, un manque de personnel et de la difficulté à trouver des ressources, et on est en mesure de prendre en charge votre environnement de sauvegarde, Commvault, de soit faire seulement que la surveillance pour s'assurer que dans le quotidien, à tous les jours, bon, on s'assure que les backups ont bien fonctionné, que s'il y a des anomalies qui se sont produites durant le jour, durant la nuit, qu'on soit capable à un certain moment de dire « OK, bien, il y a un problème, monsieur le client, peut-être que vous n'avez pas vu le courriel, voulez-vous qu'on s'en occupe ou vous allez vous en occuper? » Donc, on est en mesure de faire différents niveaux de services gérés, que ce soit simplement au niveau de la surveillance, ou ça peut aller aussi que ce soit de gérer votre environnement de sauvegarde au complet, d'être proactif, d'appliquer les patchs de façon mensuelle, de faire des restaurations planifiées à tous les mois, vous envoyer un rapport si votre gouvernance vous demande d'avoir, avez-vous, c'est bien beau avoir un environnement de backup, mais avez-vous fait des tests de restore à un certain point dans le temps? Donc, on est en mesure de faire ça pour vous si vous n'avez pas le temps de le faire. Donc, c'est en gros dans les trois différentes sphères qu'on est en mesure de vous aider. Donc, si jamais vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez les poser. Si jamais vous voulez nous les poser directement, on va être à nos kiosques respectifs pour le restant de l'après-midi. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est là pour vous aider. On est là pour vous répondre. Cherchez les barbes, vous allez trouver les barbes. Oui, c'est ça. Je fais encore des croûtes à manger, mais... Merci, Marco.
Merci. Merci à tous. Merci.